Frankenstein, d'abord, fabrique sa créature et il est très heureux. Le texte le dit bien. Il rêve d'une espèce qui va le bénir dans les siècles des siècles. Il va être le père d'un homme nouveau. Enfin, donc, un homme fait un homme à son image, comme Dieu a fait l'homme à son image. Et tant que la créature reste dans son caisson de fabrication, elle est très belle. Alors peut-être qu'elle pâtit d'un teint un peu verdâtre à cause de son origine, mais enfin, elle est très belle. Et voilà que cette créature s'anime, souvenez-vous, il y a un orage, la foudre frappe les circuits électriques, et alors que Frankenstein dort paisiblement, la créature s'anime, sort de son caisson et vient voir son père en quelque sorte. Et alors à ce moment-là, Frankenstein, au lieu de se dire « Mon Dieu, elle est animée, mais c'est merveilleux, qu'elle est belle, etc. » est épouvanté, c'est un monstre. Et sans préavis, et le lecteur n'est pas surpris, Mary Shelley nous représente la créature comme une sorte de migou, si je me réfère à Tintin, une créature incroyablement puissante, capable d'escalader des parois montagneuses, insensible au froid, d'une intelligence confondante, sensible, puisqu'elle souffre de l'injustice de sa condition, et poursuit son père de son désir d'amour, de son besoin d'amour. Bon. Alors, où est le problème en fait? Qu'est-ce qui fait si peur à Frankenstein? Et qu'est-ce qui fera si peur par la suite? Parce que Villiers d'Isle-Adam a aussi sa créature qui vient par surprise. La créature est belle, mais elle vient, il ne s'y attend pas, et dit « l'œuvre effrayait l'ouvrier ». Et puis par la suite, on retrouve toujours ce phénomène. Alors, on a le Frankenstein qui est là, la créature qui arrive devant lui. Et il semble que la rencontre soit terrifiante. En fait, qu'est-ce que l'homme voit? L'homme voit un autre homme. Mais est-ce que c'est vraiment le même que lui? Ben non, parce que la créature, elle n'a pas d'âme. Oui, l'âme est une notion obsolète. Oui, mais pas au XIXe siècle. Et puis c'est obsolète, mais en même temps, on n'aime pas trop être réduit à des connexions, à la mode de la cybernétique. Traditionnellement, depuis plus de 25 siècles, pour l'Occident, l'homme a été défini par son âme. L'homme est alors il y a une vision souvent très dualiste, l'homme est un corps et on lui insuffle une âme. Même dans la vision de la chapelle Sixtine, même avec les mains, c'est un peu ça. Les deux mains, c'est l'animation de la créature, une animation spirituelle. Or, et contrairement au Japon notamment, cette âme a une origine transcendante. C'est Dieu qui donne l'âme. Mais lorsque l'homme fait un homme à son image, il ne lui donne pas d'âme. En fait, il l'anime avec l'électricité, et tout ce qu'on veut, le numérique, etc. En d'autres termes, ce mythe qui depuis des siècles, en fait, interroge la nature humaine, à notre époque, interroge la possibilité d'un homme sans âme. Alors, objection, mais non, pas du tout. Enfin, c'est clair, aujourd'hui, on fait des machines intelligentes, des ordinateurs. En fait, c'est la peur des machines. Eh bien non, parce que si ce mythe a été réactivé au XIXe siècle, pas d'intelligence artificielle, pas de machine, pas d'ordinateur, on n'y pense même pas. Qu'a voulu faire Mary Shelley? Elle a voulu stigmatiser la surestimation des progrès scientifiques, de la science et de la technique, par opposition à la sous-estimation de la situation de la morale et de la société, de la justice sociale par exemple. En d'autres termes, on s'intéresse de moins en moins à l'humanité.